Aujourd'hui, plus que jamais, l'accès au financement représente le nerf de la guerre pour nos startups et entrepreneurs. La Tunisie a enregistré une valeur cumulée de l'écosystème de startups de 113 millions de dollars sur les 4 dernières années, dont 24 millions de dollars en 2024. Bien que ces chiffres témoignent d'une trajectoire encourageante, ils révèlent également un écart significatif par rapport aux levées de fonds réalisées à l'échelle africaine. Les hommes estimés à peu près à 2,6 milliards de dollars en 2024 par rapport à la Tunisie, donc une différence كبيرة. Donc, face à ces défis, la Tunisie a mis en place des mécanismes de financement. Le Startup Act, elle a attribué plus de 1000 labels, donc les startups, et surtout le fonds des fonds en AVA, doté de 60 millions d'euros dans sa première phase de l'objectif d'atteindre 100 millions d'euros, et géré par le Smart Capital. Donc, au-delà de ces instruments de financement, se posent des questions essentielles. La première question, c'est comment améliorer l'accès à ce financement, notamment en stade de seed ou early stage de startup. La deuxième question, c'est quels produits bancaires innovants peuvent répondre aux besoins spécifiques de ces startups. La troisième question, c'est comment fluidifier les aspects réglementaires et juridiques pour attirer davantage les investisseurs internationaux internes. Et finalement, quel rôle peuvent jouer la diaspora et les partenaires internationaux dans ce financement. Pour répondre à ces questions, donc, nous avons le privilège d'accueillir 3 experts, Madame Hana Chouayer de Deloitte, qui apportera l'éclairage du conseil stratégique et de l'accompagnement des startups, Madame Rim Gmati, avocate d'affaires spécialisée en venture capitals, qui nous parlera des enjeux juridiques et la structuration des deals. Et finalement, si Mehdi donc Farha de l'UBCI qui partagera avec nous la vision bancaire et les solutions concrètes pour financer l'innovation et la durabilité. Donc, on va commencer donc Flexlow, donc sur la cartographie actuelle du financement et les gaps de financement potentiel. Madame Hane, donc selon le rapport de Global Startup Ecosystem Report de 2024, la Tunisie qui m'a enregistré un cumulé de 113 millions de dollars sur les 4 dernières années. Donc selon vous, ma question est comment voyez-vous l'évolution de l'écosystème de la startup chez Tunis pour attirer des investisseurs et augmenter le ticket moyens d'investissement, et quels sont les mécanismes de financement les plus pertinents disponibles, notamment à travers le capital risque ou bien les instruments mis en place par le fonds en AVA. Merci beaucoup. Tout d'abord, peut-être avant de rentrer dans les mécanismes, je voudrais mettre l'accent sur quelques chiffres. Je pense qu'on aime tous les chiffres. Donc, comme tu as dit, l'écosystème africain, il attire aujourd'hui 2600 millions de dollars sur l'année 2024, dont 24 millions de dollars, selon le rapport Partech, qui a été levé par les startups tunisiennes. Donc, on voit bien qu'on a un potentiel pour hisser notre track record, notre contribution à cet écosystème des startups qui de plus en plus, il voit une forme de sophistication. Donc si on regarde un peu plus en détail les 2600, c'est vrai que si on exclut les opérations panafricaines, je pense qu'il reste dans les 1300 millions de dollars sur les autres partagés sur les pays africains. C'est dominé par les Big Four, par les pays anglophones, mais sur les dernières années, les pays francophones, ils sont de plus en plus dans le classement. Donc voilà, disons, devant ce panorama, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'instruments qui existent, donc avec le Startup Act, avec plus que 1000 startups labellisées. Donc on a aussi les programmes privés et publics, on a les subventions, les incubateurs. Donc il y a déjà pas mal de choses qui existent. Peut-être les gens dans la salle, ils se posent peut-être la question, quels sont les mécanismes qui sont plus appropriés par rapport à mon idée ou bien à mon projet. Peut-être qu'ils ne connaissent pas très bien les mécanismes qui existent. Donc il faut plus les éduquer par rapport à ça. Voilà, c'était pour ça qu'on avait avec nous Sikaïm de la CDC. Malheureusement, il n'a pas pu nous joindre, mais
Voilà, donc sur les mécanismes, donc pour répondre à la question, donc les études, ils montrent que les mécanismes qui sont plus utilisés sont l'autofinancement, l'apport en capital, equity. Le quasi-equity n'est pas très répandu, donc malheureusement, alors que par exemple les OCA sont plus appropriés par rapport à une start-up. Voilà, donc il faut toujours réfléchir par rapport à son stade de maturité, en tout cas, donc seed, série A, etc. Donc, et réfléchir quel est le mécanisme qui est approprié par rapport au stade de maturité de la start-up dans lequel je suis. Merci beaucoup, madame. Ma deuxième question est à madame Rim. Donc, le Startup Act, les exemptions fiscales du label Startup et les programmes publics-privés, les incubateurs, les subventions, les fonds de subventions remboursables, etc., sont déjà en place. Oui, selon vous, quelles sont les meilleures pistes pour améliorer la clarté, la prévisibilité et la rapidité des procédures réglementaires? Ou y a-t-il des réformes prioritaires, que ce soit le droit fiscal, le droit des sociétés ou des propriétés intellectuelles, qui pourraient booster le financement de ces startups? D'abord, merci pour l'invitation et merci pour la question. Merci. D'abord, il faut se mettre d'accord. Le Startup Act a apporté beaucoup d'avantages aux startups. À titre d'exemple, tout ce qui concerne, bien sûr, les avantages accordés aux start-upers en tant que tels, les exonérations fiscales, au niveau de tout ce qui est cotisation sociale et tout. Enfin, il y a d'autres mécanismes qui sont avantageux, tels que par exemple, concernant l'OCA, ils ont la possibilité, contrairement à ce qui existe pour toutes les autres sociétés, une start-up peut opter pour la souscription d'obligations sans attendre la date de conversion. Et donc, parmi les avantages, par exemple, qui existent, il y a aussi la possibilité, en cas d'apport en nature, pour une start-up, de désigner son commissaire aux apports. Par contre, pour les autres sociétés, il faut avoir une ordonnance sur requête au niveau du tribunal. Donc, il y a des mécanismes qui incitent les start-up à être labellisées, à se mettre en place et à se développer. Cependant, il y a certains aussi points qui méritent beaucoup plus de souplesse. Au niveau de la gouvernance, par exemple, si on peut citer, au niveau du droit des sociétés, il y a des instruments financiers qui n'existent pas en Tunisie. En Tunisie, on a une action ordinaire pour les ESA, les OCA, pour les ESA aussi. Il y a la formule du compte courant associé, OCA, compte courant associé des quasi-equity. Il y a des parts sociales pour une SARL et les actions ordinaires pour les ESA. Par contre, en France, par exemple, un droit comparé, il existe des mécanismes qui sont beaucoup plus souples. Oui, les mécanismes et les instruments prennent en considération le fait que une start-up, au début, le capital est. Donc, pour éviter le risque de dilution depuis le début, oui, un investisseur qui peut dans la société, par exemple, une start-up, par exemple les SICAR, ça demande un capital énorme. Les tickets des SICAR et des VC, ce sont des tickets qui sont importants. Avec les start-up, au début, مثلا les tickets يقول لك على 500 000 par exemple, تلقى السوسيتي 10 ملايين تسمى حاجه مهمه يعني في الكابيتال نتاعها. Donc il y a des instruments كيما au niveau des ESA par exemple, عندنا les BSA سميهم les bons de souscription par action. هذوما يعطيو la possibilité les BSCPE هذوما يعطيو la possibilité d'une souscription future, chose qui n'existe pas en Tunisie. Par exemple, ce sont les instruments qui peuvent aider en Tunisie. Un autre point, au niveau de la propriété intellectuelle, protéger et avoir des droits de propriété intellectuelle, c'est important. Oui, là, ce sont des exemples. Il ne faut pas vraiment arriver jusqu'à une réforme législative qui fait le cas des instruments, les comptes marqués. Aussi, un point important, la forme juridique des SAS, les sociétés par action simplifiée. Les sociétés anonymes plutôt simplifiées, oui, le mécanisme de gouvernance est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Il y a la SARL ou le mécanisme en même temps d'une SA qui n'existe pas en Tunisie, qui est préférable d'avoir en Tunisie.
D'autres points, oui, vraiment, il faut la législation y est, mais il faut choisir au niveau de l'administration pour faciliter les choses. Un simple exemple, et je clôture par ça. Par exemple, en cas d'apport en nature, ici, dans le cadre d'une augmentation de capital, l'INORPI, le cas d'un brevet qui est enregistré au nom des fondateurs. C'est le cas pour les startups, la majorité des startups. Ici, une évaluation, une augmentation de capital par rapport en nature, où ils vont intégrer leur propriété intellectuelle dans le capital de leur société. Et ben, l'INORPI demande la cession. Un contrat de cession. Alors, mais les textes, il y a le transfert. L'INORPI, il PV d'augmentation de capital à l'Assemblée, et il n'y a pas de transfert. C'est un peu handicapant pour les startups, surtout que a une répercussion fiscale à les contrats de cession. Donc, l'INORPI peut aider les startups à justement opter pour ce genre d'opération. Et les exemples, mais il faut passer à autre chose. Merci. Merci beaucoup, madame. Déjà, donc, la première conférence, il a parlé aussi des mécanismes de safe notes, ou initier la valorisation, la capitalisation future. Donc, il y a déjà plusieurs mécanismes. Malheureusement, il n'existe pas, malheureusement, en Tunisie. On a la souscription, surtout les SARL, la libération, la création. Il faut libérer tout le capital. Bon, les SA, c'est autre chose. Mais futur, encore enfin, mais je suis tout. Malheureusement, Inch'Allah. On pourra peut-être tout à l'heure t'en à la SAFE. Okay. Oui, on peut l'adapter à la législation tunisienne. Là, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup, madame. Simeh dit donc, par rapport aux banques, donc, il y a la disponibilité de financement bancaire pour les startups, les banques sont souvent perçues comme moins présentes dans le financement des startups, notamment dans le stage seed ou l'early stage. A vu des obstacles pour accorder des prêts ou des financements classiques aux startups, les manques de garantie, le taux des défauts, la maturité business plan, etc. Donc, ma question c'est, quelle innovation de produits bancaires existe ou elle pourrait exister pour mieux répondre à ce segment-là? Bon, bonjour à tous, et merci beaucoup aux organisateurs. Cette invitation, moi je vais te dire la réponse directement, il n'y en a pas. Parce qu'on a même consulté les banques de développement des PME, des TPE à l'international. À ce stade-là, il n'y en a pas de solution bancaire. Parce que l'entreprise, la start-up, doit passer par des phases de maturation. Et ces phases-là de maturation, de structuration de cette entreprise-là et de son élan, quelle phase fait un besoin. Et ce besoin-là, il est peut-être rempli par le véhicule financier de la banque, mais il peut être aussi rempli par d'autres structures, qui sont les structures d'accompagnement, là où les stages ou l'idéation, qui sont les subventions et les grants, qui sont la microfinance, qui sont donc aujourd'hui, on a un faux problème en Tunisie, avec ma petite, très jeune expérience, de dire c'est les banques qui ne financent pas. D'accord ? Les banques, moi, avec ma petite expérience, je n'ai pas vu un bon business plan avec une entreprise qui est viable, avec les garanties qui sont demandées, non pas par les banques, mais c'est par le régulateur. La loi 87-47 et la loi 91-22 nous imposent un quota de fonds propres, nous imposent des garanties, nous imposent un schéma de financement. Ce n'est pas les banques qui ne veulent pas, c'est la régulation. Les mains ont joué dans une table couverte. Donc, avec peut-être un petit peu ma casquette d'être un peu proche des startups, je pense que j'ai un bon exemple toujours à dire, l'entreprise ou la startup Biohit, les charbons qui sont à base de grognons d'olive. Et donc, j'ai le banque où j'ai un financement de 70 000 € sur une ligne spécifique, comme Sanref AFD, un programme qui était chez la banque, un programme pour la transition énergétique et écologique. Je lui ai conseillé de ne pas rentrer dans les tuyaux de la banque et d'être proche d'une structure d'accompagnement ou d'une microfinance ou de la CDC ou d'un autre organe de financement. Et il a réussi. Parce que j'ai eu le banque en phase de maturation, j'ai eu le banque à vraiment une entreprise qui est florissante, a des besoins qui sont spécifiques. Pour répondre à la question pour les femmes aujourd'hui, il y a des propositions, oui, qui ont aujourd'hui un packaging
aujourd'hui, pour avoir peut-être répondre aux besoins des start-upers ou des gens qui ont peut-être quelques idées, c'est d'avoir un package financier, puis le financement, puis l'assistance technique, puis une subvention après réalisation, ou puis un mécanisme de dérisking. Il faut qu'on fasse un mécanisme, il faut qu'on crée un mécanisme de dérisking pour les start-up et pour les entreprises jeunes et qui veulent accéder au financement. Voilà. Merci beaucoup, Simad. Mais je vous adresse ma deuxième question par rapport au financement et de la durabilité. Dans un contexte où les banques ont un rôle clé à jouer dans la transition d'une économie plus durable, les instruments financiers plus adaptés, tels que les prêts verts, les lignes de crédit à impact, les obligations vertes ou les mécanismes de garantie, pour encourager et soutenir les startups ou PME engagés dans des projets durables. Absolument. Donc, quand on parle, moi, j'ai voulu pour dire start-up, je dis en général entreprise. Voilà. Lyon, pour financer la durabilité, nous avons des mécanismes auprès de bailleurs de fonds. Par exemple, la Banque mondiale, par exemple, les bailleurs de fonds européens. Je peux citer la Proparco, je peux citer l'AFD, je peux citer la BIRD, la Banque européenne régionale de développement. Par exemple, chez notre banque, aujourd'hui, on vient de signer avec la BIRD 10 millions d'euros pour la transition énergétique et écologique. On l'a déjà fait en 2012, 2012-2017, 2017-2022, 20 millions d'euros, 15 millions d'euros. Sur un ticket de 10 millions d'euros, 3 composantes, financement, assistance technique et puis subvention, 15% ou 10% du montant du crédit après réalisation du projet. On a ligne Banque mondiale, on a ligne Proparco, on a ligne un mécanisme avec aussi la Proparco de Trade Facility pour tout ce qui est facilitation d'export sur les mécanismes et les instruments d'export. Et donc, les mécanismes existent. Maintenant, est-ce que l'information existe ou elle est cet océan-là? On travaille beaucoup avec les coopérations techniques allemandes, françaises et autres pour avoir une cartographie simple. Vous avez aussi la jeune chambre, la CDJ, je ne sais pas les abréviations de terre. Voilà, Anda, tout un draft, un livre, puis l'ensemble des mécanismes. Donc maintenant la question, financement. Il faut passer par des étapes. Mais je n'ai qu'à banquier, je n'ai qu'à entrepreneur aussi. C'est difficile, je sais, c'est très très difficile. Mais il faut passer par des phases. On a la durabilité, pour la transition énergétique, mais on a aussi pour la microfinance. Nous sommes la première banque, pour ne pas faire de la publicité à notre banque, mais à accompagner les 16 institutions de microfinance. Chaque année, on donne 50 millions de dinars à 100 millions de dinars de crédit à la microfinance, à 2-3 institutions de microfinance. Ces microfinances-là, elles aussi, donnent des mécanismes aux entrepreneurs qui sont proches dans les due deal l'environnement, ou l'économie verte ou l'économie bleue. Les instruments existent, la trésorerie existe, le financement existe. Maintenant, ça le vrai challenge, à mon sens, c'est de coupler le besoin, la société, l'entreprise, la start-up avec les mécanismes qui existent. Les garanties. L'atténuation des risques de garantie, nous avons la Sotugar. La Sotugar, le budget, des enveloppes pour des projets spécifiques. Des enveloppes pour l'énergie renouvelable, des enveloppes pour la création d'entreprises. Donc il faut, à mon sens, travailler beaucoup sur l'atténuation de risques pour, quand on va solliciter un autre véhicule de financement, microfinance, des structures comme le Business Angel, les SICAR, les fonds d'investissement régionaux, il faut qu'on ait un bon business plan, de la bonne documentation, mais aussi des instruments financiers pour atténuer les risques de l'entreprise ou de la start-up. Voilà. Merci beaucoup, M. Mahdi. Passons à la modernisation ou l'agilité des outils d'investissement. Revenons à Mme Hane. Les rapports montrent que beaucoup de startups en Tunisie recourent d'abord à l'autofinancement et au capital familial. Les instruments comme les obligations convertibles, prêts participatifs ou autres restent peu répandus. La question c'est quelles leçons concrètes peut-on tirer des écosystèmes d'autres pays pionniers en matière d'agilité et d'innovation à le financement des startups?
Ah, exactement. Bon, désolé donc pour la reformulation de la question. Je ne suis pas un expert qui m'a parlé de la donc. Bon, pour la question de la valorisation des startups, je pense qu'il nous faut 4 heures. Mais bon, en tout cas, sachez que la question, elle reste épineuse, mais il y a des méthodes, il y a des approches qui existent, tant issues de la théorie financière que développées un peu par les praticiens des fonds VC pour valoriser une start-up ou bien valoriser l'actif incorporel que la start-up innovatrice a développé et qui, en général, c'est là où réside vraiment la valeur de cette start-up, en l'occurrence dans les secteurs de la fintech. Donc, voilà, donc les méthodes classiques, bien entendu, elles ne sont pas très applicables. Donc, pour valoriser une entreprise mature, donc en général, on va chercher des méthodes, ce qu'on appelle les méthodes intrinsèques, les méthodes analogiques, donc un DCF, un multiple d'EBITDA, par exemple. Si on veut dupliquer ce même schéma sur une start-up, c'est pas évident du tout. Donc, on n'a pas un BP qui est très clair. On n'a pas d'historique pour challenger les hypothèses de ce BP. Se poserait la question, quel est le taux d'actualisation qu'on va utiliser pour actualiser les cash flows futurs? Donc, il y a pas mal de limites aux méthodes traditionnelles. Donc, en général, si on n'est pas vraiment sur les très early stage, ou comme j'ai dit tout à l'heure, en général, ça va être des méthodes de scoring, par exemple, où le fonds VC il va plutôt investir dans plusieurs startups, avoir une logique de casse. Donc, il y a 2 qui vont réussir, les autres, ils vont échouer. Donc, il ne va pas être vraiment sur une méthode très scientifique. Après, si on avance un peu dans les stades de maturité, donc on peut, par exemple, parler de la méthode Venture Capital. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une méthode hybride entre le DCF et la méthode des multiples. Donc, on va projeter les cash flows, on va avoir un business plan, projeter les cash flows futurs, on va les actualiser selon un taux. Je vais revenir, c'est quoi le taux d'actualisation qu'on va utiliser, mais en tout cas, sachez qu'on va utiliser un taux d'actu qui n'est pas le même si on était sur une entreprise mature. Après, au bout de 5 ans, on se dit le fonds VC il va sortir, donc on est sur une valeur terminale qui est un multiple de l'EBITDA de sortie. Après, on va actualiser tout ça, on va trouver une valeur, ce qu'on appelle une valeur post-money. On va retrancher la levée de fonds que va mettre le fonds VC, on va trouver la méthode pre-money, la valeur pre-money, pardon. Voilà, en gros, en résumé, c'est ça la méthode VC. Si je reviens au taux d'actualisation, donc parfois les start-upers, ils comprennent pas très bien, par exemple, pourquoi on va utiliser des taux d'actualisation très très élevés pour une start-up. Donc là, c'est le risque. Donc plus le taux d'actualisation il augmente, plus on est sur des flux risqués. Donc sur une entreprise, par exemple, mature en Tunisie, on va être entre 15 et 18%. Pour une start-up, Vernimen, par exemple, il a fait un tableau, il a dit 60%, 50%, donc c'est des taux très très élevés. Voilà, je vais pas vraiment m'étendre sur le sujet parce que ça va. On peut faire une session peut-être avec Ancy et séparer sur le sujet. Merci beaucoup, madame. Revenons à madame Elie. Donc, les investisseurs internationaux ou même les fonds privés locaux, lorsqu'ils regardent la Tunisie, s'inquiètent souvent sur la clarté des statuts juridiques, les droits de propriété intellectuelle, de la protection contre la dilution, des clauses de sortie, etc. La question c'est, pouvez-vous nous parler des lacunes les plus fréquentes que vous constatez dans les documents, les contrats au montage et comment les éviter? Lacunes, oui, il existe des lacunes. Lorsqu'on ne rédige pas notre pacte d'actionnaires de manière
verrouillé, je dirais, où toutes les clauses bien négociées, toutes les clauses bien ficelées, bien rédigées, certainement il va y avoir une lacune. Certainement un investisseur, la société n'est pas bien préparée pour négocier une levée de fonds, certainement il y a un risque. نحكيو قبيل على الvalorisation, oui, c'est important de valoriser. نحكيو على le business plan, ce sont des documents et des chiffres où une start-up doit se préparer pour une levée de fonds, donc elle doit avoir son business plan avec les hypothèses chiffrées, vérifiables aussi. Elle doit avoir une valorisation pré-money et post-money aussi pour identifier le ticket et savoir négocier avec l'investisseur. Ensuite, lorsqu'on va entamer la négociation avec un investisseur, il faut se préparer sur le plan juridique, avec des documents, bien sûr, qui commencent par un NDA. Le jour où un investisseur, une start-up se met d'accord avec un investisseur pour le financement, après le pitch et tout, il faut de préférence signer un NDA. C'est une clause, un pacte de confidentialité, et passer ensuite, pour se protéger bien sûr, protéger les chiffres de la société, protéger la propriété intellectuelle de la société, passer ensuite à une lettre d'intention qui devrait aussi être négociée, vérifier si elle est conditionnée, si elle est exclusive ou pas, conditionnée ou pas, et savoir la négocier, pour passer ensuite au pacte d'actionnaires, où il y a vraiment les clauses qui vont protéger et l'investisseur et le start-upper. Il y a des clauses qui concernent la gouvernance de la société, la prise de décision, la participation au conseil d'administration, parce qu'en Tunisie, d'habitude, les VC demandent que la start-up devienne une SA pour faciliter justement la prise de décision, qui est beaucoup plus risquée au niveau d'une SARL, puisqu'il y a un conseil d'administration au niveau d'une société anonyme, bien qu'on pourrait pallier à ce genre de lacunes qui pourraient exister au niveau de la décision à travers la création des conseils, des comités. Et c'est quelque chose que j'encourage vivement les startups à le faire, c'est d'avoir à l'intérieur de la société des comités qui englobent et les investisseurs et pourquoi pas des experts qui sont qualifiés pour les aider à la prise de décision. Ça va faciliter la prise de décision, la rendre beaucoup plus pointue, en plus, bien sûr, des décisions stratégiques au niveau d'une société, du conseil d'administration, s'il s'agit d'une SA, ou au niveau du gérant, s'il s'agit d'une SARL. Ce sont des choses qui doivent être mentionnées dans le pacte. Ensuite, passer au transfert de propriété, ça concerne les clauses anti-dilution, les clauses de sortie forcée, les clauses de sortie partagée, les clauses de rétrocession. Tout cela doit être bien négocié au niveau du pacte d'actionnaires, parce que c'est le seul document qui pourrait organiser la relation et la gouvernance de la société et la relation entre l'investisseur et le start-upper. Il faut comprendre qu'un investisseur, que ce soit un business angel ou un VC institutionnel, ce sont des entités qui vont sortir de la société. Éternellement. D'habitude, c'est entre 5 et 7 ans pour les VC. Ça peut aller jusqu'à 7 ans, comme ça peut être au bout de 3 ans. Le jour où il y a un retour sur investissement intéressant, eh ben, l'investisseur va sortir. Alors, pendant toutes ces années-là, organiser la relation, ça va être à travers un pacte d'associés ou d'actionnaires, tout dépend de la nature de la société. Merci beaucoup, madame. J'espère déjà que les rapporteurs ont déjà pris note, afin que finalement le rapport du panel soit envoyé aux participants et aux notre cher invité. Finalement, on passe le parti de diaspora, le rôle stratégique de la diaspora dans le financement international. Les banques pourraient jouer un rôle facilitateur dans la canalisation des investissements de la diaspora. Donc, je nomme les solutions concrètes, par exemple, des produits financiers d'idées ou des canaux préférentiels pourraient être développés, et comment voyez-vous le rôle des banques tunisiennes dans le montage d'opérations de co-investissement transfrontaliers pour les startups locales?
chaque fois, tu me réjouis avec des questions un peu complexes. Donc, transfrontalier, financement, nous avons deux réglementations assez différentes entre nous, peut-être, et d'autres pays. Faire du blending finance ou du financement hybride, oui, on sait le faire. Peut-être en pool bancaire ici, sur les gros tickets, sur les financements structurés. Mais pas encore, j'ai entendu, entre deux banques commerciales privées qui font du financement à l'international. L'argent de diaspora, ça pourrait nous aider dans la captation de la coopération technique. Aujourd'hui, par exemple, vous devez voir qu'il y a une dynamique des pays scandinaves en Tunisie. Par exemple, la diaspora qui peut être en Danemark, en Norvège, en Suède, en Islande, peut nous faciliter à travers les centres de business, peut nous faciliter à travers de la coopération technique, peut nous faciliter à travers des VC, des structures d'accompagnement, de la subvention et des instruments financiers qui sont peut-être innovants et qui sont aujourd'hui dans notre pipe. Le déficit énergétique, le déficit commercial, le déficit de change. Donc, véhiculer une bonne image de la Tunisie, communiquer sur les opportunités de l'investissement direct, sur aujourd'hui l'interconnexion électrique, aujourd'hui le gaz, l'électricité, le pétrole, le phosphate et les engrais chimiques, c'est devenu des enjeux et nous avons de la diaspora surtout dans la facilitation pour que la coopération technique avec de la subvention, avec du renforcement de capacité, avec de l'assistance technique aux start-upers, aux entreprises, aux porteurs de projets. Et donc, la diaspora sur l'Union européenne, aujourd'hui, vous savez les chiffres, le budget de l'État aujourd'hui, je pense que c'est le premier ou le deuxième apport en termes de devises pour la Tunisie, c'est la diaspora. Donc, vous avez des personnes physiques, vous avez aussi des personnes morales. Il faut utiliser cette opportunité-là. Il y a des banquiers tunisiens un peu partout dans le monde, donc dans les banques espagnoles, dans les banques allemandes, dans les banques anglaises, dans les banques américaines. On a des contacts avec eux sur des lignes de contrepartie, sur la partie, par exemple, garantie de change sur le dollar. On a des prémices de coopération, des prémices d'introduction de banques américaines, de lignes qui sont destinées à l'export en Afrique. C'est pour faciliter l'export, l'entreprise tunisienne, qu'elle puisse s'installer en Afrique. Et donc, voilà, du cofinancement, peut-être mais de la coopération technique, de la coopération internationale, de la facilitation pour notre écosystème, très jeune, très petit. La diaspora interne, il y a un deal ou deux, une coopération ou deux. Aujourd'hui, sur la partie, par exemple, parle beaucoup trop d'énergie renouvelable, parle moins de l'économie bleue, on parle moins du waste management, on parle moins de l'économie circulaire. Donc, c'est des opportunités. Et derrière les opportunités, femmes du business, ou femmes de la coopération, ou femmes du financement. À nous, bien sûr, de trouver ces financements-là, à nous de taper les portes, à nous de créer ce besoin-là. Par exemple, Lyon, le Maghreb ou Lyon, aux États-Unis, ils ont fait des lignes qui sont dédiées à l'économie bleue, des lignes dédiées à l'économie bleue, faire la composante financement, la composante assistance, la composante de-risking, la composante subvention. On doit pousser en Tunisie, on veut pousser à ce qu'on puisse créer des produits spécifiques à des secteurs, comme un secteur de l'économie bleue, comme un secteur de l'économie circulaire. Voilà, maintenant, au régulateur aussi d'être un peu agile avec nous, parce qu'on propose des choses au régulateur. On ne veut pas que le régulateur aussi soit aussi un petit peu cadré par des réflexes classiques. Il faut qu'on sorte du classique. Aujourd'hui, on en parlait, on a la moyenne de croissance la plus morose en Afrique sur les prévisions 2026, 2029, 2026, 2030. Vous pouvez consulter le dernier rapport de la Banque mondiale, au contrôle F Tunisie, très simple. Bon, les pays qui sont limitrophes, la Libye, l'Algérie, le Maroc, font des croissances médianes entre 3, 4 et 5%. L'Afrique de l'Ouest n'en parlant pas. Donc à nous de trouver des modèles économiques, des financements qui puissent un petit peu impulser de la croissance et de la dynamique dans l'économie tunisienne. Merci beaucoup, c'est Mahdi. Donc, Madame Hané, donc, en deux phrases,
Quelles sont les spécificités à prendre en compte pour l'investisseur et étranger? En 2 mots, quand on parle capitaux étrangers et qu'on est une start-up, je pense que ça rajoute encore une couche de complexité. Donc, tu as raison de poser la question. Je pense que Rim, tout à l'heure, elle a bien détaillé un peu les points d'attention dans la structuration juridique des deals. Même nous, quand on accompagne nos clients vraiment sur des opérations cross-border, les investisseurs, ils sont très regardants sur les problématiques de change, de rapatriement de dividendes. Donc je pense que c'est des questions qui vont encore se poser quand on est sur une opération en manière transfrontalière. Voilà. Voilà. Donc il faut faire attention à comment négocier effectivement la protection juridique dans les contrats. Les clauses d'édilution, les clauses de sortie, la propriété intellectuelle, donc tout ça, il faut très bien le négocier. En plus de ce qu'on a discuté tout à l'heure sur la valo au col, il y a vraiment l'aspect juridique à prendre en compte. Merci. Merci. Donc, finalement, ma dernière question est pour Madame Elie. B. Quand une start-up tunisienne lève des fonds étrangers ou veut vendre à l'international, les questions de change de rapatriement des profits et d'intégration des normes de gouvernance internationale, il revient souvent. Donc la question, je nomme les principaux défis légaux ou réglementaires pour les fondateurs de ces cas et quelles recommandations pouvez-vous nous donner pour rendre ces opérations plus fluides? Les rendre plus fluides, on doit toujours passer par la Banque centrale. Pour le moment, on doit toujours passer. Les 2 points qui ont été évoqués par René, le rapatriement les dividendes et tout ce qui concerne le change. Alors, pour le rapatriement, un investisseur, que ce soit tunisien non résident ou un étranger, de nationalité autre que tunisienne, il doit passer par la Banque centrale à travers la déclaration d'investisseur. Sinon, il ne pourra pas rapatrier le flux. Bon, à ce point, à ce niveau, il n'y a pas vraiment de complexité. C'est juste une procédure administrative qu'on doit respecter et respecter les conditions d'une levée de fonds au niveau de la législation de la Banque centrale pour pouvoir justement rapatrier l'argent, rapatrier les dividendes. Le problème se pose lorsque il y a une levée de fonds de l'étranger, oui, mais en equity. Et on parle de SAFE. Le SAFE, c'est le Simple Agreement for Future Equity. C'est pour des actions futures. C'est un mécanisme qui a été créé par eCombinator. Y Combinator, c'est un accélérateur ou un incubateur américain. Il a créé ce mécanisme justement pour simplifier. Parce qu'une start-up qui n'a pas de garantie, qui est encore à ses débuts et qui aura besoin de financement, où le capital ne permet pas d'un ticket important, oui, la valorisation pourrait poser un problème. Pour éviter tout cela, aux États-Unis, on a opté pour ce mécanisme. Et il y a tout simplement un investisseur donne de l'argent à une start-up sans valorisation, sans rien, au bout d'un nombre d'années qui est mentionné dans le contrat, avec un fait déclencheur qui est aussi mentionné dans le contrat, il y a une souscription au capital de la société. Rapidement, sans détail, bien sûr il y a des détails dans le contrat, mais rapidement. En Tunisie, on ne peut pas appliquer ce genre de mécanisme. Mais on pourrait l'adapter. En France, on a pu le faire à travers les BCAR. Plutôt les BSAR. Les BSA, c'est, qui marquent comme tout à l'heure, c'est les bons de souscription d'actions. Et n'existe pas en Tunisie. La création d'actions futures, ça n'existe pas en Tunisie. Donc, ils ont pu, à travers ce mécanisme, adopter le SAFE, l'adapter plutôt à leur législation. En Tunisie, on pourrait aussi l'adapter et travailler par une sorte de créance. Et au bout d'un temps bien déterminé, tout doit être mentionné dans le contrat, on fera une augmentation par réintégration de créances, par incorporation de créances. C'est possible. Au niveau de la Banque centrale, sans service juridique, c'est possible. Sauf qu'il reste encore une autorisation de la BCT qui pourrait durer.
Donc là, c'est pas vraiment la nécessité d'adapter l'instrument à la législation tunisienne. Mais au niveau de la Banque centrale, juste une simple souplesse, une simple prise en considération de la nature d'une start-up qui travaille toujours en mode agile pour pouvoir l'aider à ce genre de financement. Sinon, si c'est un financement en equity ou en quasi-equity, il y a la possibilité de le faire. Procédure ADIA, passe par la Banque centrale, surtout que les startups, à travers Startup Act, ont la possibilité d'avoir un compte en devise qui, selon le texte, il est alimenté et le mouvement fait sans autorisation. Mais bon, ça traîne un petit peu au niveau timing et je dirais pas une autorisation implicite, mais ça traîne un petit peu. Et la Banque centrale a bien sûr tout le pouvoir discrétionnaire. Elle est maître pour décider des délais et de la période pour donner un agrément. Donc oui, ça pourrait poser un souci par rapport aux investisseurs étrangers. Avec Alech, beaucoup d'investisseurs demandent aux startups de s'installer à l'international, d'avoir des filiales ou le headquarter à l'international à cause de ce point-là bien précis et autres. Bon, mais précisément le problème est le flux de l'argent qui pourrait poser un problème par rapport aux investisseurs. Merci beaucoup, Madame Mehdi. Merci à vous tous, donc, chers intervenants. Et un grand merci, Madame Anne. Donc, il était un imprévu, donc, Sikali et Manajam Chijina. Donc, un grand merci pour la qualité des questions, déjà, parce que je ne suis pas un expert donc, de finance et de l'investissement. Finalement, merci, chers participants, donc, pour pouvoir donc venir le panel aider à financement et investissement. Donc je clôture notre panel malheureusement. Merci beaucoup encore et donc merci chers participants.